Bonjour, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Je vais revenir sur la keynote qu'Apple a tenue ce 9 septembre 2025. Oui, encore une présentation des nouveaux produits d'Apple. Je sais que c'est très original en ce moment. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, surtout si vous voulez des conseils d'achat concernant votre futur téléphone par exemple. Je vais aussi mettre dans la description le lien vers mon TikTok pour le format court de cette vidéo que je vais découper en plusieurs morceaux. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à y aller si vous voulez voir vraiment produit par produit. Voilà, Apple a présenté toute une gamme de nouveaux produits que je vais vous résumer. Je vais vous faire un condensé de cette keynote, même si vous avez sûrement déjà vu passer pas mal d'informations dessus. Et même si vous avez vu des informations passer là-dessus, c'était sans mon dynamisme à moi. Et je vais vous donner mon avis, même si vous n'avez rien demandé. La conférence a commencé par la présentation de la nouvelle gamme de AirPods Pro 3. Pour ceux qui ne savent pas, la gamme AirPods Pro sont les écouteurs avec les petits embouts intra-auriculaires qui se mettent dans le conduit auditif. Il s'agit de la plus haute gamme des écouteurs de chez Apple, produit dont la réputation n'est plus du tout à faire tellement elle a été populaire de par sa qualité sonore. Perso, je n'arrive pas avec les écouteurs intra-auriculaires en général. Alors pour ceux qui l'ignoreraient, les écouteurs intra-auriculaires sont des écouteurs qui se placent dans le conduit auditif. Et moi, quand je mets des écouteurs de ce type-là, ça me dérange. Déjà, ils sortent tout seuls, mais en plus, je suis très mal à l'aise avec. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans ma situation. C'est pour ça que moi, je suis parti sur les AirPods seconde génération qui ont fait leur temps, mais dont je suis toujours ultra fan, tellement c'est un confort pour mes oreilles, c'est-à-dire qu'il m'arrive de les mettre et d'oublier que je les avais. Quand je dis oublier que je les avais, c'est quand je mets la musique en pause par exemple, ils restent dans mon oreille et si je ne pense pas à remettre la lecture de la musique, je peux oublier que je les ai. Avec tous les écouteurs que j'ai essayés, j'avoue que pour moi c'était une sorte de petite révolution parce qu'écouteurs intra-auriculaires ou non, c'était la première fois que je tombais sur des écouteurs ultra confortables. Les AirPods, c'est-à-dire que les écouteurs d'Apple avec le fil, c'était aussi quelque chose de très confortable pour moi, mais avec le fil, tout le temps je m'accrochais quelque part. Là, le côté sans fil, vraiment, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. En revenir aux AirPods Pro 3, ils ont sorti jusqu'à 5 embouts différents. Donc, j'aimerais bien pouvoir les essayer, parce qu'en termes d'écoute et d'isolation extérieure, c'est vraiment quelque chose de super bien. Et je pense que grâce à ces 5 embouts différents, ces écouteurs vont s'adapter à beaucoup plus de personnes. Donc peut-être moi aussi. Mais actuellement, si je dois renouveler mes écouteurs, je pense partir sur les écouteurs AirPods classique numéro 4 avec la réduction de bruit, donc ANC, ou attendre les 5, les AirPods 5. Je déplore un petit peu quand même le passage des AirPods 3 à 4, la perte du MagSafe. Sur ces AirPods Pro 3, ils annoncent une autonomie pouvant aller jusqu'à 8 heures d'écoute avec la réduction de bruit activée et 10 heures sans la réduction de bruit. Ils annoncent pour les AirPods 3 une capacité de réduction de bruit, donc de l'ANC, 2 fois supérieure à la génération précédente de AirPods Pro 2. De toute façon, les tests vont arriver. Mais je ne vous cache pas que, même si les AirPods Pro 3 sont sûrement très bien, c'est les tout derniers, je pense que quelqu'un qui n'a pas le budget peut partir sur la gamme des AirPods Pro 1 ou 2. Dans les autres nouveautés, Apple nous parle d'une meilleure qualité sonore. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, sur leur vidéo de présentation, les ondes sonores qui se dégagent des écouteurs ressemblent étrangement à la direction artistique que propose Liquid Glass. Si vous vous demandez ce qu'est Liquid Glass, je vous laisse aller regarder ma vidéo sur la présentation de Liquid Glass. Ils ont aussi intégré quelque chose qui peut être très pratique, c'est-à-dire le suivi de la fréquence cardiaque via les écouteurs. Alors pour ceux qui ont une Apple Watch déjà, je ne sais pas quel plus ça peut apporter, mais pour ceux qui n'en ont pas, ça peut être vraiment quelque chose d'utile. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller à la salle de sport, d'oublier mon Apple Watch et de ne pas oublier mes écouteurs. L'inverse est vrai aussi. Mais je veux dire que lorsque vous oubliez votre Apple Watch, ça peut permettre de garder quand même un suivi de votre fréquence cardiaque. En parlant de sport, ces écouteurs passent de l'indice IP54 à 57, ce qui veut dire qu'ils vont plus résister à la transpiration et à une petite pluie. Avec ces écouteurs, nous avons aussi l'arrivée d'une fonction Apple Intelligence qui va être liée aux écouteurs, c'est-à-dire la traduction en direct. C'est-à-dire que si vous parlez à quelqu'un d'autre et que cette personne parle une autre langue, vous allez pouvoir échanger
Alors déjà, comprendre ce que cette personne peut dire et pouvoir lui répondre avec une traduction sur votre téléphone. Donc ça, pour les gens qui voyagent, par exemple, ça peut être une fonctionnalité vraiment très utile. Attention, ce n'est pas une invention de la marque à la pomme. Ça existe déjà via des applications et via d'autres marques. Mais on va dire qu'Apple se met à la page avec cette fonctionnalité. Surtout si c'est du direct avec un faible taux de latence. Et on sait que les choses, souvent dans la marque à la pomme, sont très bien intégrées et fonctionnent très bien une fois que c'est déployé. Même quand ils ont du retard. Les AirPods Pro 3 ont été annoncés au prix de 249 €. On va passer à l'autre catégorie, c'est-à-dire les Apple Watch. On va commencer par l'Apple Watch 11. Ils gardent toutes les fonctionnalités des anciennes Apple Watch. Ils arrivent aussi avec la fonctionnalité de score de sommeil. Alors, je trouve que ça m'a l'air d'être plutôt logiciel que matériel. Je pense que le score de sommeil va peut-être arriver sur d'autres modèles plus anciens de l'Apple Watch, comme la série 10 peut-être. Mais ça, c'est moi qui spécule. Dans les nouveautés présentées par Apple sur la série 11, il y a aussi un capteur d'hypertension. Attention, Apple ne dit pas que ça détectera l'hypertension, il faut toujours se référer à un avis médical, mais il signale qu'il va potentiellement y avoir des détections d'hypertension grâce à la montre. Ils annoncent aussi, avec cet Apple Watch 11, une autonomie pouvant aller jusqu'à 24 heures. En vrai, une autonomie plus grande et une charge rapide, ça peut être le bon combo. C'est-à-dire que oui, c'est embêtant de devoir charger son Apple Watch tous les jours, mais franchement, une grosse autonomie avec une charge rapide, je pense que ça peut en régaler certains. Donc au final, rien de bien transcendant dans ces nouveautés. Si vous venez d'une Apple Watch série 9 ou 10, je ne pense pas que ça en vaille la peine. Mais si vous venez d'une Apple Watch plus ancienne comme la mienne, ça peut être quelque chose de bien. Ce qui ne veut pas dire que je vais changer. Cette Apple Watch série 11 a été annoncée au prix de 449 €. Concernant l'Apple Watch SE, elle marque des belles avancées dans sa catégorie, comme l'écran toujours allumé, une charge bien plus rapide qu'avant, toujours dans sa catégorie, donc l'intégration de nouvelles fonctionnalités comme la prise en charge de nouveaux gestes ou d'anciens gestes comme le pincement et ce nouveau geste de rotation du poignet, pour un prix toujours attractif de 269 €. Ça reste cher pour une montre connectée, mais pour Apple, je trouve que ça marque pas mal de petites avancées dont les gens peuvent avoir besoin pour le prix de l'entrée de gamme. Et enfin, dans la catégorie des montres, on finit par la présentation de l'Apple Watch Ultra série 3 qui se voit doté d'un boîtier plus fin qu'avant, d'une meilleure autonomie pouvant aller jusqu'à 42 heures, de la 5G et de fonctions satellitaires plus complètes et gratuites, je crois, pendant 2 ans. L'Apple Watch Ultra 3 se retrouve à 899 € sur le site d'Apple. Je ne pense pas encore changer cette année d'Apple Watch. Je pense rester sur ma série 6 parce que dans les nouvelles fonctionnalités, même de la SE qui a un prix pourtant plutôt attractif, ne fait pas beaucoup plus de choses que la mienne. Donc si jamais je devais changer, ça serait pour la série 11, mais j'en ai pas spécialement l'envie pour l'instant. On verra en fonction du budget qu'il me reste une fois que j'aurai acheté l'iPhone. Enfin, à la conférence, ils sont arrivés sur la grosse partie, c'est-à-dire la partie concernant les iPhones. On va commencer par leurs caractéristiques communes. Toutes leurs caméras avant se voient équipées d'un capteur 18 mégapixels, ainsi que la fonction cadre centré appelée Center Stage. C'est-à-dire cette fonctionnalité, si vous êtes en appel visio avec le téléphone posé et que vous vous déplacez, cette fonctionnalité permet de vous suivre grâce à un crop dans les capteurs. Bien sûr, tous évoluent sur la partie photo, mais ils ont tous une caractéristique commune, c'est-à-dire que sous le module photo, ils ont placé un capteur carré. Ce capteur carré va permettre des choses très pratiques, c'est-à-dire que si vous tenez le téléphone en mode portrait, vous allez pouvoir quand même prendre des photos ou vidéos en mode paysage, pouvoir intégrer des gens qui sont avec vous. Ça va être vraiment très pratique parce qu'on sait que tenir des fois les téléphones, encore plus s'ils sont grands, en mode paysage, ça peut être un encombrement pour la main, pas très pratique. Là, au moins, vous gardez la pleine possession de votre téléphone en mode portrait et vous pouvez quand même prendre du format paysage. Ils viennent aussi, avec toutes ces avancées, apporter une stabilisation vidéo si vous êtes en train de courir par exemple ou de danser. Une stabilisation vidéo lorsque vous filmez. Autre chose, les 3 gammes de téléphones disposent du MagSafe avec une recharge pouvant aller jusqu'à 25 watts. Je crois que c'est ce qu'ils appellent le Qi 2. Et maintenant, ils disposent tous d'un pic de luminosité pouvant aller jusqu'à 3000 nits en extérieur. C'est-à-dire, si vous avez full soleil sur votre écran, logiquement, vous allez pouvoir y faire quelque chose. Ils sont tous aussi avec le nouveau Ceramic Shield anti-reflet qui va permettre une meilleure visibilité sur votre écran. Quasiment en toutes circonstances, je pense. Dans l'ordre de la conférence, ils ont ensuite parlé de l'iPhone 17, qui je trouve a bénéficié de très belles avancées. Des avancées comme l'arrivée du ProMotion enfin sur cette gamme d'iPhone là. Ça fait très longtemps que les gens le réclament,
Apple a enfin décidé de mettre le ProMotion sur cette gamme d'iPhone. Le ProMotion, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité pour l'appareil et le rafraîchissement, le taux de rafraîchissement de l'écran à s'adapter à ce que vous êtes en train de faire sur votre téléphone. Si vous êtes en train de jouer, il va passer à 120 Hz parce que oui, pour l'instant, le maximum sur ce genre de téléphone, c'est 120 Hz. Et pouvoir descendre à 10 Hz si vous en avez besoin, si vous êtes juste en train de lire une page internet par exemple. Parce que ça consommerait énormément de batterie. Donc là, il va naviguer entre 10 et 120 Hz. Et quand vous allez le passer en mode sombre et Always on Display, comme j'ai dit tout à l'heure pour la montre, il peut descendre à 1 Hz. Mais franchement, on ne va pas féliciter Apple pour ça parce que ça fait des années que c'est réclamé et des années que des produits moins chers chez Android le font. Ce téléphone dispose d'un port USB-C 2, donc ça veut dire des vitesses de transfert pas très élevées. Encore une fois, par rapport à ce prix-là, c'est un petit peu dommage. Cet iPhone dispose de la puce A19, dispose d'une autonomie d'environ 30 heures en lecture vidéo, ce qui m'a l'air plutôt raisonnable. Tous les modèles commencent à 256 Go. Le prix de départ de cet iPhone en 256 Go est de 969 €. On passe à une nouvelle catégorie d'iPhone qui n'avait jamais été présentée jusqu'alors, c'est l'iPhone Air. Attention, il ne s'appelle pas 17R, mais juste iPhone Air. Donc qui se veut être le plus fin de tous les iPhones jamais créés. Ça fait des années qu'on entend parler de cet iPhone. Les rumeurs allaient bon train depuis un bon moment. Ce nouvel iPhone vient remplacer l'iPhone Plus de la catégorie. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, il y aurait eu 17 et 17 Plus. Ils ont supprimé le Plus qui ne faisait pas assez de ventes et tentent de le remplacer par cette nouvelle catégorie d'iPhone. Et le matériau qu'ils ont utilisé est le titane. Il possède une taille d'écran de 6,5 pouces et de la puce A19 Pro. Attention, pas comme le 17 où ils ont mis un A19 classique, là ils ont mis un A19 Pro. Comme pour les versions Pro dont je vais parler tout à l'heure, l'iPhone Air a une épaisseur de 5,6 mm. Ils ont visiblement fait le choix de la durée dans le temps. Je pense que c'est pour cela qu'ils ne l'ont pas appelé le 17R, mais bien juste l'iPhone Air. Si c'est comme pour l'iPhone SE, je pense qu'ils vont en sortir un tous les 2 ou 3 ans, avec une petite mise à jour interne, s'il a du succès, attention. Parce qu'avec une telle finesse, tout le monde craint pour la batterie, mais je vais y revenir plus tard. Le téléphone dispose à l'arrière d'un seul objectif de 48 mégapixels, mais avec une faculté d'adaptation de 2 focales numériques. Grâce à sa puce A19 Pro, il va proposer la possibilité d'enregistrer une vidéo à l'avant et à l'arrière du téléphone en même temps. Attention, encore une fois, c'est vraiment quelque chose de sympa, mais il y avait déjà d'autres applications qui étaient capables de faire ça. Je pense à l'application Snapchat par exemple, qui le faisait déjà. Autre particularité de cet iPhone, c'est qu'il ne dispose pas de tiroir SIM, c'est-à-dire que pour les gens qui vont vouloir ce modèle, je ne sais pas encore comment ça va se passer avec les opérateurs télécoms, mais pour ceux qui veulent ce modèle, ils n'auront pas d'autre choix que celui d'une eSIM. Ils n'ont pas mis de tiroir SIM pour gagner de la place, notamment pour la batterie, ce que je peux comprendre complètement. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants, les avantages, les inconvénients d'une eSIM par rapport à une SIM normale, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis et pas encore beaucoup en France. Et on va y revenir plus tard, ça aussi. L'iPhone Air est annoncé avec une autonomie de 27 heures, plus une faculté, je pense, qui est grâce à Apple Intelligence et donc qui sera peut-être aussi sur les autres modèles, en tout cas au moins la version Pro. Avec cet iPhone Air, Apple introduit aussi un mode adaptatif de la batterie. Qu'est-ce que c'est? C'est la faculté pour l'intelligence artificielle qui est dans le téléphone à regarder votre utilisation de votre téléphone et adapter la consommation de la batterie afin d'optimiser au maximum la décharge de cette batterie et vous permettre d'avoir une batterie tout au long de votre journée, en tout cas de travail. En tout cas, c'est l'argument qu'ils ont mis dans leur présentation. Par contre, ce que j'ai trouvé intriguant, c'est que contrairement à l'Apple Watch, où ils ont bien stipulé qu'elle tenait 24 heures, là, ils parlent d'une journée, mais ils ne parlent pas de 24 heures. C'est-à-dire que je pense que c'est plus adapté à une journée de travail de 8 ou 9 heures, par exemple. Donc, ça laisse vraiment sous-entendre une journée de travail et pas une journée complète de 24 heures. Apple a proposé dans ses accessoires une batterie externe ultra fine qui n'est compatible qu'avec l'iPhone Air. Je crois que grâce à la batterie, ils ont annoncé jusqu'à 40 heures de lecture vidéo, ce qui donne un bon petit boost comparé aux 27 heures de base. Là, la douloureuse, le prix. C'est-à-dire qu'en 256 Go, l'iPhone Air avec un seul module photo est proposé au prix de 1 229 €. Mais c'est vrai qu'on s'en doutait. Pareil, les rumeurs l'avaient un petit peu annoncé. Je ne parle pas du prix exact, mais qu'il serait plus cher avec moins de specs que l'iPhone 17. On arrive enfin au best-seller de la marque, leur plus gros modèle, l'iPhone Pro. Cette année, il n'y a pas de distinction entre le Pro et le Pro Max. La version Pro classique mesure 6,3 pouces et la version Pro Max mesure 6,9 pouces, toujours avec des bords ultra fins.
Cette année, toujours pas de révolution, mais un changement quand même de design important. On passe à une coque en alu unibody, c'est-à-dire taillée dans la masse, et ils arrêtent le titane qui était leur argument de vente pourtant pour les deux précédents iPhones. Ils ont équipé cet iPhone Pro d'une chambre à vapeur. Donc ce qu'ils appellent une chambre à vapeur, c'est quelque chose qui va permettre de garder la température de l'iPhone à une température plutôt normale, surtout en cas de forte chaleur. Il devrait normalement ne plus y avoir de problème de surchauffe de la puce et du téléphone. Ces iPhone Pro sont annoncés avec une super autonomie, mais encore une fois, nous n'aurons pas exactement les mêmes modèles qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que par exemple sur la version Pro Max, ils ont annoncé 39 heures de lecture vidéo, ce qui est plutôt pas mal. J'avoue que c'est très impressionnant. Si les promesses sont tenues, ça voudrait dire que ça serait une réelle grosse autonomie. Sachant que cette année, les iPhone Pro sont un peu plus épais pour caser plus de batterie. Le problème, c'est que aux États-Unis, ils vont avoir droit à une version de 39 heures en lecture vidéo, pendant que nous, en Europe, nous allons avoir que 37 heures. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, tous leurs modèles vont être en eSIM. En France, ce n'est pas quelque chose d'assez populaire. Donc, cette partie de eSIM que nous avons en plus nous enlève un petit peu de batterie. C'est dommage que nous n'ayons pas le choix. Et rien que pour cette partie, on perd quand même 2 heures d'autonomie. Le modèle Pro possède de l'USB type C 3. J'avoue que je trouve que c'est un peu léger, surtout pour un téléphone Pro qui se veut faire de gros fichiers vidéo sur lesquels on va revenir plus tard. Comme souvent, les modèles Pro ont des caractéristiques photo et vidéo supérieures aux autres modèles. C'est-à-dire que déjà, les 3 capteurs arrière du modèle Pro sont en 48 mégapixels. Je crois que c'est l'année dernière, ils avaient initié le ProRes. Cette année, ils incluent du ProRes RAW, qui est un format vidéo encore plus gros, encore plus lourd, encore plus, toujours plus. C'est un format vidéo qui va venir vraiment prendre un maximum de détails dans une vidéo pour pouvoir la retravailler en post-production. Ils viennent initier aussi ce qu'on appelle le Genlock. Alors en gros, le Genlock, comme vous le voyez un petit peu sur la présentation vidéo, c'est quelque chose pour faire des effets à la Matrix. Pour moi, ces deux nouvelles caractéristiques sont très intéressantes, mais ne sont vraiment pas destinées à la plupart des gens. Ce sont de vraies belles nouvelles caractéristiques, mais qui sont vraiment pas à la portée de tout le monde. Autre chose, l'iPhone 17 Pro propose aussi avec ces 3 modules la faculté de pouvoir faire un zoom qu'ils vont appeler de qualité optique, mais c'est pas tout à fait optique, jusqu'à 1x8 sans perte. Et plus bien sûr, je crois que c'est jusqu'à x40 en zoom numérique. Et le tarif pour l'iPhone 17 Pro Max est de 1 479 €. Si je dois noter cette présentation d'Apple, cette keynote, franchement c'était une présentation bien léchée, bien finie. Ils ont fait de superbes plans d'images. Au sujet des produits, c'est autre chose. Alors oui, cette année, on a eu quelques petites surprises. Et comme chaque année, de plus en plus, il y a des fuites qui font qu'on n'est pas spécialement surpris par les produits qui vont sortir. Mais c'est vrai que, encore une fois, je n'ai à aucun moment eu cet effet waouh. C'est-à-dire que la présentation n'était pas nulle. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est juste que, pour moi, elle a manqué de surprise. J'aurais aimé quelque chose comme le MagSafe quand il est arrivé. Donc, le MagSafe n'est pas révolutionnaire, mais ça apportait quand même quelque chose de bien. Après, je dis ça, mais le capteur carré qu'ils ont implanté sous le module photo, franchement, c'est quelque chose qui va être super pratique et qui va sûrement se démocratiser plus tard sur Android. Donc oui, c'est quelque chose de très bien, mais disons que je n'ai pas été ébahi, et ça fait longtemps que je n'ai pas été ébahi par les conférences d'Apple. Ce truc où je suis pressé qu'un produit sorte pour pouvoir l'acheter. Bon, c'est déjà arrivé aussi que je veuille qu'un produit sorte, mais que je n'ai pas le budget pour l'acheter. Mais ça, c'est une autre histoire. Et pourtant, j'ai essayé de ne pas regarder les rumeurs qui ont fuité depuis un bon moment. Je ne regardais pas les vidéos sur les possibilités de ce que l'iPhone ferait ou non. Je trouve que la star de cette conférence, c'est quand même l'iPhone Air. C'est celui que j'ai trouvé le plus beau, le plus élégant. Même les couleurs choisies, pour moi, ont quelque chose de vibrant. Franchement, ce n'est pas l'iPhone dont j'ai besoin, mais si je n'avais pas spécialement besoin ou des attentes en particulier, c'est un modèle qui aurait pu me plaire. J'attends de le voir en vrai, comme d'habitude et comme les versions Pro. Là, je vais m'orienter sur une version Pro, sûrement pas le orange que je trouve horrible, mais ce n'est que mon avis. Peut-être qu'une fois que je l'aurai vu en vrai, ça va changer. Pareil, je l'avais dit dans ma précédente vidéo, mais c'est vrai que cet embonpoint au niveau du module photo me dérange particulièrement. Je ne trouve pas ça très beau, très esthétique. La couleur ne me plaît pas plus que ça. Ça va être vraiment les caractéristiques. Et comme je pense que l'aspect de cet iPhone va durer encore au moins 2 ans, c'est-à-dire que l'iPhone Pro de l'année prochaine ressemblera encore à celui-là, je vais me décider à le changer et à enfin prendre le nouveau. Passer de mon 11 Pro Max à ce nouvel iPhone. Mes conseils d'achat. Si vous n'avez pas spécialement de budget et que vous n'êtes pas dans la création de contenu, le 17, l'iPhone 17 fera largement l'affaire.
Je trouve qu'il est très complet, qu'il fait tout ce qu'on attend d'un téléphone. Je pense que c'est le bon choix. Et surtout, l'iPhone 17, je pense qu'il peut correspondre à énormément d'utilisations courantes. Après, vous pouvez quand même choisir l'iPhone Air pour son élégance, parce que ça reste un petit bijou finalement. Pour ceux qui n'auraient pas le budget d'un iPhone de cette année, je pense que les modèles 16, 16 Pro, 15 sont toujours un très très bon choix, surtout si vous voulez Apple Intelligence. Ceux pour qui Apple Intelligence n'est pas nécessaire ou qui se servent des applications tierces comme ChatGPT, Gemini, etc., l'iPhone 13 Pro reste un très très bon choix, l'iPhone 14 aussi, l'iPhone 14 Pro bien évidemment, et il y a toujours le petit iPhone 16e qui est sorti l'année dernière. Résultante en tout cas de toute cette présentation, je trouve que ce soit pour l'Apple Watch SE ou l'iPhone 17, je trouve qu'Apple a bien nourri et bien boosté, bien musclé ses entrées de gamme. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette vidéo, qui était peut-être un petit peu longue, mais j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires juste en dessous si vous avez des questions ou des conseils pour l'achat d'un téléphone en fonction de votre utilisation. Je pourrais peut-être vous aider. J'attends de vous un petit like sur la vidéo. N'hésitez pas à partager si vraiment cette vidéo vous a plu et à vous abonner.